Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Il y a toujours un peu le syndrome du bon élève. Et il y a quand même une culture qui n'est pas que française, je passerai des histoires, un peu de montrer qu'on travaille beaucoup, montrer que on est bon élève, que on est sérieux, que on a de la gravitas. Et puis on arrive progressivement à un moment où on se rend compte que on est meilleur à plusieurs. Que quand vous avez un collaborateur, une collaboratrice qui vous surprend, c'est quand même très agréable. Donner à quelqu'un un ballon pour qu'il aille marquer l'essai tout seul, c'est une énorme satisfaction. Et en plus, c'est que du positif, que du bonheur, comme on dit, parce que c'est cette personne qui fait l'effort et le succès est collectif. Donc, que demande le peuple ? Thomas Bucaille est directeur des ressources humaines. Dans cet épisode, il décrit la nécessité dans son métier d'être proche du business et de la direction générale et associe la réussite à la collaboration et au plaisir. Si le manque de clarté au travail est pour lui un facteur d'échec, il reconnaît qu'il faut apprendre à vivre avec l'ambigu et l'incertain. Nous vous souhaitons une belle rencontre avec Thomas et une bonne écoute. Bonjour Thomas Bucaille. Bonjour Amélie. Merci de nous recevoir dans votre joli bureau. Avec une belle vue sur Paris. Ah oui, une belle vue sur les toits de Paris. Vous êtes une espèce en voie de disparition, venez-vous de me dire. Vous êtes directeur des ressources humaines et vous êtes un homme. Oui, mais non pas que ça soit si important que ça, mais c'est une constatation. C'est vrai que c'est une profession où j'ai le plaisir d'avoir pour l'essentiel des collègues féminines et une équipe d'ailleurs qui pour l'essentiel est à 80 voire 90% féminine. Alors je sais pas s'il faut en tirer des très grandes conclusions. En fait, j'ai pas tendance à analyser le monde uniquement ou principalement par la division des genres, même si la parité et la diversité sont des sujets qui sont absolument fondamentaux pour moi. Mais c'est un fait et c'est vrai que j'ai de moins en moins de collègues masculins. Alors vous êtes aujourd'hui DRH chez Petit Bateau. Depuis combien de temps ? 2 ans à peu près. D'accord. Ça va faire 2 ans. Ça a fait 2 ans il y a quelques jours. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes tombé dans la marmite des ressources humaines ? Ah, c'est une évolution en fait, parce que moi j'ai pas du tout commencé dans les ressources humaines, j'ai pas du tout fait des études de ressources humaines. J'ai d'ailleurs assez peu fait d'études qui soient directement liées au business. J'ai pas fait d'école de commerce et je suis rentré finalement assez vite dans une entreprise pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude et que je trouve quand même assez extraordinaire, et pas simplement par sa réussite mais par les facteurs qui en font la réussite, qui est L'Oréal. Et donc chez L'Oréal, c'est assez naturel de passer des responsabilités opérationnelles à des responsabilités de ressources humaines. Il y a une bonne moitié, je pense, pas des statistiques récentes, mais il y a une bonne moitié des équipes de ressources humaines qui viennent du business, comme on dit. Et ça a été mon cas, et je peux vous raconter un peu plus dans le détail, mais ça a été mon cas. D'accord. Et donc vous n'avez plus lâché ce métier-là. Voilà, après, une fois que je l'ai découvert, j'ai compris qu'il me correspondait par sa variété, par les sujets qui étaient traités, qui sont des sujets principalement humains, mais également parce que j'ai toujours réussi à avoir une
pratique et une façon de faire des ressources humaines qui correspondait à ce que j'avais en fait appris un peu chez L'Oréal et qui est une pratique plus large des ressources humaines que ce qui est pratiqué quelquefois ici ou là. Pour moi, c'est je dis, un peu formé à l'anglo-saxonne, people, organization and culture, c'est les gens. C'est être la personne qui se préoccupe des talents, qui se préoccupe des gens, dans tous les gens de l'entreprise, dans toutes les dimensions qui s'y rapportent. Mais c'est aussi l'organisation, comment on travaille, comment on est organisé, qui décide, comment les équipes sont agencées, quelle est la gouvernance, comme on dit. Donc ça, c'est le deuxième pilier qui n'est pas forcément très présent en France. Je note par exemple que dans les études de ressources humaines, c'est étonnant, en France, il n'y a absolument pas de organizational design. D'ailleurs, le mot est anglo-saxon. C'est très étonnant parce que dans le monde contemporain, la façon dont les relations de travail sont organisées est absolument décisif et on peut rendre les gens efficaces et heureux ou inefficaces et malheureux dans la manière dont on est organisé. Et la troisième composante qui donne du punch à cette organisation, c'est la culture. Et une très grande DRH, qui a été la DRH de Danone et qui est maintenant notre ministre du Travail, parlait du jardinier de la culture d'entreprise. J'aime beaucoup l'expression. Et effectivement, mais c'est un jardinier actif. C'est-à-dire que il s'agit pas simplement de l'entretenir, mais il s'agit aussi de la faire évoluer. Et ça, c'est passionnant. Donc ces trois dimensions-là sont pour moi la définition du job du DRH, donc très près évidemment du business, mais aussi très près des gens et développant un point de vue particulier au sein du comité de direction, auprès de la direction générale et évidemment, moi je ne conçois pas mon job et Dieu soit loué, c'est comme ça que j'ai toujours exercé, sans être très près de la direction générale. Pour la challenger, autant que pour l'aider à mettre en œuvre la stratégie de la boîte. Est-ce que vous avez vu votre métier de DRH évoluer ces dernières années ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai eu un parcours finalement varié et international. Si j'avais fait 15 ans ou 20 ans de DRH en France, j'ai commencé mon premier vrai job de DRH opérationnel en 2002. Donc ça fait pas 20 ans mais pas loin. Je pense que la tendance a été quand même de se rapprocher du business globalement, mais je manque peut-être un peu de ce recul spécifique. J'ai travaillé, j'ai toujours des responsabilités internationales et j'ai travaillé basé à Paris, mais aussi basé à Londres, mais aussi basé en Suisse, avec des responsabilités européennes, des responsabilités mondiales, dans des boîtes françaises, dans les boîtes anglaises, dans les boîtes américaines. Donc à chaque fois, j'ai vu des cultures RH qui étaient un petit peu différentes. Forcément, ça reflète la culture du pays, c'est ça ? Doublement, c'est-à-dire que ça reflète la culture de l'entreprise, et la culture de l'entreprise, elle est quand même assez liée au pays, je dirais, de naissance de l'entreprise. Et deuxièmement, il y a une part de notre métier, et là encore, c'est certainement une évolution qui s'est accentuée, et c'est vrai partout dans le monde, j'insiste, sur le fait que la réglementation, l'encadrement juridique, ce qu'on pourrait appeler la compliance, ont une part de plus en plus importante. C'est vrai aussi bien en Italie qu'en Californie, à Paris qu'à New York, au Japon, partout. C'est une évolution qui n'est pas négative, mais qui complexifie beaucoup et qui vient quelquefois interférer avec des saines relations professionnelles, donc des réglementations de plus en plus lourdes. Alors, notre podcast s'intéresse au comportement de la réussite professionnelle. Quelle est votre définition de la réussite ? C'est une bonne question, comme on dit. Je vous remercie de me l'avoir posée. Vous avez le droit de réfléchir. Je crois que fondamentalement, pour ce qui me concerne, c'est de faire des choses qui sont intéressantes, qui donnent envie d'aller au boulot tous les matins. Donc ça repose d'un cran, finalement. La question, c'est qu'est-ce qui rend le boulot intéressant.
Je pense que c'est quand même d'avoir de l'autonomie, d'avoir de l'impact. Et puis aussi travailler dans un contexte de travail avec des gens avec lesquels vous avez envie de vous retrouver. Réussir, c'est rassembler, animer une équipe, la faire grandir. C'est aider la collectivité à prendre les bonnes décisions, que ce soit son patron, ses collègues. Voilà, c'est faire avancer l'ensemble, et c'est ça qui est la réussite, qui doit évidemment se situer selon moi dans un cadre aussi plus large de réussite de vie. On réussit pas sa vie je crois pas du tout à l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Je pense que c'est pas du tout la bonne manière de voir les choses. J'ai vu des gens qui travaillaient comme des damnés et qui avaient une vie personnelle beaucoup plus riche que la plupart des gens qui quittaient le bureau avec leurs 35 heures limitées. C'est une question de vitalité, c'est une question d'harmonie. Il faut réussir l'ensemble. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou une période de votre vie professionnelle où vous avez eu le sentiment de la toucher du doigt, cette réussite, justement? La première fois où j'ai le sentiment que j'ai arrivé à faire bouger les choses et il se passait vraiment quelque chose, c'est en fait le premier job que j'ai qui m'a amené à partir dans les ressources humaines. En fait, j'étais chez L'Oréal et on m'a demandé, Jean-Paul Agon, qui est encore le PDG de L'Oréal, qui à l'époque était le patron de la zone Asie, et moi j'étais le responsable du marché local Hong Kong, de créer la formation des cadres sur l'Asie-Pacifique en créant ce qu'on appelait pompeusement un Management Development Center. Il m'a dit écoute, pour des raisons diverses, on sait que c'est à Singapour, il y aura un budget et on t'a trouvé le nom, mais on sait pas du tout à quoi ça ressemble, ce qu'il faut faire. Donc on a pensé que tu étais la bonne personne pour relever, pour s'occuper de ça, pour plein de raisons, mais tu as dans ces limites-là carte blanche. Parce que tu as compris comment l'esprit de L'Oréal, tu as compris le besoin, voilà. Et là, on a construit de zéro quelque chose qui non seulement, d'abord est pérenne, non seulement a vraiment contribué à l'essor de l'entreprise dans cette région stratégique, mais en plus le travail qu'on a fait en région a aidé les différentes divisions à Paris à repenser leur approche de la formation des cadres et d'une manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus moderne, etc. Donc ça, c'était quelque chose de fantastique, d'avoir travaillé avec une équipe entièrement locale, mais pas que des Singapouriens, des gens qu'on avait fait venir un peu de la région. Donc ça a été une vraie réussite. Et on en a été très très contents. Vous pouvez dire vous êtes passé rond assez vite. Ouais, mais non, il y a une fierté personnelle, c'est indéniable. Il faut pas, on réussit pas tout seul, c'est évident. Enfin, le plaisir, il est quand même. La notion de plaisir est très importante dans la réussite, je pense. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une satisfaction personnelle. À la fin, faut pas se raconter des histoires. J'imagine, je suis pas un joueur de sport collectif, mais quand même, il y a une satisfaction personnelle dans tout l'effort. Alors, sur quoi vous êtes-vous appuyez-vous pour réussir la construction de ce Management Development Center? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous? Moi, je pense que la diversité de mes centres d'intérêt, j'ai une partie de moi qui est assez académique, universitaire. J'ai une formation universitaire. J'aime le milieu universitaire et ça m'a permis de nouer des partenariats, de conceptualiser un peu quels étaient les besoins. Je suis allé nouer forcément quand il s'agit de créer pour la première fois une instance qui est présente au siège, etc. Il faut savoir nouer des relations
avec ses partenaires du siège qui comprennent pas très bien ce que vous êtes en train de faire. Il faut nouer des relations avec ses clients. Alors c'est des clients internes, mais il fallait que je convainque les patrons de pays. Donc ce côté relationnel, construction de réseau, trouver des solutions qui donnent envie à tout le monde, ça j'aime bien. Et puis le troisième chose, c'est ce côté un peu page blanche, un peu entrepreneur, avec un assez haut degré d'autonomie. Voilà, donc c'est très divers. C'est mon côté business comme mon côté universitaire ont été sollicités. J'ai toujours recherché des missions et des responsabilités. Et j'ai toujours aimé travailler dans des entreprises où il y avait un petit peu les deux parties du cerveau qui étaient sollicitées. Et voilà, ça a été un moment important. Toujours des entreprises où il y a eu le business et la création. J'ai toujours aimé être dans des situations où on faisait un peu le pont entre les deux. Et les compétences entrepreneuriales d'une part et vos capacités relationnelles d'autre part, comment les avez-vous obtenues? Vous êtes né avec? Vous les avez apprises quelque part? C'est L'Oréal qui vous les a inculquées? Non, après vous avez les entreprises vous forment parce que vous observez, parce qu'elles vous forment au sens strict du terme. Bon, c'est comme des écoles. Ensuite, vous observez des gens de très grand talent. Vous essayez de comprendre les clés de la réussite de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance de voir fonctionner des gens de très grand talent chez L'Oréal, des gens de très grand talent dans la mode, et vous prenez d'eux. Et vous essayez de comprendre ce qui fait qui marche et les raisons pour lesquelles l'entreprise connaît la réussite. Mais après, vous avez des gens extrêmement divers, effectivement. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez, qu'ils soient dans vos équipes ou vos partenaires ou même vos patrons? Moi, j'aime bien les gens directs. J'ai besoin d'être en confiance avec mes équipes. J'ai besoin d'être en confiance. J'ai besoin qu'elles me fassent confiance, évidemment. Et j'aime bien qu'on se dise les choses sans tourner autour du pot. Okay. J'adore lire Proust, mais je travaille pas comme ça. Voilà. J'ai fait des études de philo. Voilà. Mais pour moi, c'est on dit les choses, on se dit les choses, et on se raconte pas. Et même dans le ton, même dans le vocabulaire, on est assez cash. D'accord. Donc ça, c'est important. Et puis des gens qui me challenge, des gens qui m'apportent des idées, des gens qui m'apportent quelque chose, parce que je peux pas y arriver tout seul. Puis je suis un peu paresseux. Et j'ai compris, j'ai compris progressivement. Il y a toujours un peu le syndrome du bon élève. Et il y a quand même une culture qui n'est pas que française, je passerai des histoires, un peu du montrer qu'on travaille beaucoup, montrer que on est bon élève, que on est sérieux, que on a de la gravitas, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et puis on arrive progressivement à un moment où on se rend compte que on est meilleur à plusieurs. Que quand vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui vous surprend, c'est quand même très agréable. Donner à quelqu'un un ballon pour qu'il aille marquer l'essai tout seul, c'est une énorme satisfaction. Et en plus, c'est que du positif, que du bonheur, comme on dit, parce que c'est cette personne qui fait l'effort et le succès il est collectif. Donc, que demande le peuple? À condition, évidemment, 1, de lui donner les conditions du succès, 2, de la récompenser spécifiquement, enfin, ne serait-ce que de dire merci, du succès spécifique obtenu. Ça, sinon, c'est pas reproductible. Et les conditions du succès, c'est l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure? Pas forcément, non, c'est pas que ça. Non, au contraire, je dirais que, les conditions de l'échec, c'est souvent le manque de clarté du brief et le manque de clarté des conditions de définition du terrain de jeu. En ce sens que si par exemple, et on le voit tellement souvent, on sait pas très bien qui est responsable de quoi, on demande la même chose à plusieurs personnes, le mandat n'est pas clair ou il n'est pas public, ça c'est des facteurs d'échec violents. Donc l'autonomie n'est pas une condition nécessaire mais pas suffisante de réussite. Okay.
Donc vous venez au côté direct, quoi. Quand c'est pas clair, il faut poser la question. En fait, c'est ça serait ça votre conseil. Oui, mais c'est aussi, par exemple, dire à toutes les parties prenantes, comme on dit, voilà, c'est un tel qui est en charge de tel dossier, et je lui ai demandé ça, et merci de l'aider. Voilà, ce genre de choses. Mais l'ambiguïté peut être utile. Il faut pas non plus. Il y a une très grande entreprise qui connaît peut-être en France la plus belle réussite depuis 20 ans, dont l'une des valeurs, ou en tout cas des comportements clés, c'est dealing with ambiguity. Et l'ambiguïté, elle est dans la vie. À de nombreux égards. D'abord parce que les choses... Il y a une dialectique, sans revenir à Hegel, qui était une des lectures du père fondateur de L'Oréal. Il y a quand même la dialectique, la maïotique sont des choses qui sont importantes. La vérité, elle n'est pas donnée, elle peut être complexe, elle peut être... on doit être dans une pensée plus complexe qu'avant, et ça se traduit par des choses... Et d'ailleurs, c'est aussi un enseignement très fort de Hegel, pour ceux qui ont eu la chance de l'étudier à un âge où ils étaient encore capables de comprendre. C'est que la vérité, elle se déroule dans le temps. Elle n'est pas donnée d'emblée, elle doit émerger. Et durant le process d'émergence de la vérité, il y a de l'ambiguïté. Donc il faut apprendre à vivre avec l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, dans notre métier par exemple, la confidentialité, en clair le secret, c'est important parce que on peut pas dire exactement la même chose à tout le monde au même moment. C'est une question de respect, c'est une question d'efficacité. Donc manager l'ambiguïté, vivre avec l'ambiguïté, vivre avec l'incertain, ce sont des qualités très importantes. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? Le plus difficile c'est quand même c'est qu'on fait, on est avec des gens, quoi. que ça, c'est un facteur de complexité dont on peut dire, vu de Sirius, que c'est un facteur de plaisir, mais la réalité, c'est que pour des raisons éminemment respectables, chacun a son agenda, chacun a sa complexité, qui a des émotions, et Dieu soit loué, mais bon, c'est quand même pas simple. Voilà, donc il suffit pas de faire un plan. Donc il y a beaucoup d'incertains, et il faut avoir du détachement, mais pas trop, par rapport à toute la patte humaine. Et c'est ça qui est difficile. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel ? Oh, tellement, plein, mais bon, c'est pas très grave en un sens. Non. Ça n'a pas l'air très grave. Mais alors des savoirs, oui, quelquefois. À la limite, peu importe. Et puis une conscience peut-être plus précoce de la nécessité d'apprendre, ou d'apprendre de manière plus formelle. Moi, j'ai eu un parcours un peu d'autodidacte dans mon métier de RH. Et parfois, je me rends compte qu'il y a des trous dans la raquette. Je parlais par exemple de organizational design. C'est quelque chose pour lequel j'ai jamais été formé. Alors, on apprend sur le tas, etc. Mais voilà. C'est un métier très divers que vous exercez aussi. Très divers. Qui recouvre toute une palette de disciplines. On peut pas être fort en tout non plus. Non, mais ça, de toute façon, il faut jamais essayer d'être fort en tout. C'est une illusion, et ça va à l'encontre de l'idée d'avoir des gens forts dans son équipe, de travailler. On est fort de nos expertises cumulées, mais dans le côté justement. Là, je vous cite un exemple de quelque chose qui est très transverse en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Si vous deviez donner un conseil à une jeune personne qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Voilà, d'abord j'ai des enfants qui rentrent sur le marché du travail, donc je sais pas si je leur donne de bons conseils. La pirouette pourrait dire n'écoutez pas les vieux. Le sujet dans la vie, c'est faire ce pourquoi on est bon,
et qui vous donnent du plaisir. Donc, faut éviter les choses pour lesquelles on est bon et qui vous donnent pas de plaisir, ou les choses qui vous donnent du plaisir mais pour lesquelles vous n'avez pas ce qu'il faut pour être excellent. Voilà. Alors c'est très vague hein, comme conseil, et c'est encore plus efficace en cours quand on est confronté à des gens qui se posent des questions sur leur prochaine étape professionnelle, etc. Moi, ce qui me frappe dans l'entrée dans la vie professionnelle, c'est le faible degré d'accompagnement. Je trouve que les écoles, même les plus prestigieuses, ne font absolument pas leur boulot pour aider des jeunes. Alors, je parle pas des jeunes qui sont sous-diplômés, pas diplômés, etc. Mais même des jeunes diplômés, de leur essayer de se comprendre qui ils sont. Essayer de mieux comprendre dans quelle direction ils pourraient aller. Avec aujourd'hui il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de tests. C'est pas que je sois un fanatique des tests, mais il y a tellement d'outils qui peuvent permettre de s'orienter. Et puis ensuite de rechercher des entreprises ou des modes d'activité qui correspondent. Parce que ça peut être la fondation d'une entreprise, ça peut être plein, enfin, c'est pas la corporation, le truc à la défense enrégimenté qui est le seul modèle. Il y a toute une palette, et puis ensuite de se présenter sur le marché du travail en sachant un peu qui on est, ce qu'on veut et comment se présenter. Ça, je trouve qu'il y a un espace qui manque terriblement et qui pour moi est une des raisons pour lesquelles les jeunes, je déteste le mot millennials, les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à avoir ce comportement dont on entend parler partout, de rester 6 mois à un endroit, 12 mois à un autre, de s'arrêter pour faire un break, le tour du monde, etc. Bon, je crois que c'est une partie des raisons, c'est ça. L'autre raison, c'est que comme on est de facto, pour ce qui est des cadres, dans une situation de plein emploi, voire de suremploi, l'angoisse de pas trouver un job est beaucoup moins grande entre 25 et 30 ans que ça pouvait l'être il y a 10, 15, 20 ans, et que par conséquent, ça vous donne des degrés de liberté que vous n'avez pas auparavant, quoi. Je crois qu'il faut toujours dans des situations analyser le contexte historique plutôt que de croire que les gens ont changé. Je crois que les gens millennials ou baby boomers, on a tous eu le même comportement à 20 ou 25 ans. On a juste oublié ce que c'était que d'être jeune. Et c'est normal. Complètement. Heureusement. On imagine que votre vie professionnelle est assez accaparante. On peut se permettre de l'imaginer. Comment faites-vous pour vous ressourcer, pour trouver de l'énergie ? La première chose, je pense, c'est la famille. J'ai la chance d'avoir une famille extra qui n'a pas toujours été, qui a beaucoup bougé. On a beaucoup bougé. Ouais. On a quand même vécu dans 5 ou 6 pays différents. Et dans les dernières années, on était rarement ensemble dans les mêmes villes. Mais pourtant, c'est quand même une source d'énergie fabuleuse. Et d'avoir des enfants qui rentrent maintenant dans la vie active, ça renouvelle l'intérêt. Enfin, je dirais l'intérêt, c'est renouvelé de fois en fois. Après, chacun a son jardin secret. Je dirais la dernière chose, c'est prendre soin de soi physiquement. Ça, je crois que c'est très important, c'est évident. J'aurais dû presque commencer par ça. On court un marathon, il faut se comporter en conséquence. Oui, c'est évident, mais on le dit pas. C'est vrai qu'on le dit pas. Moi, je dis beaucoup aux gens, et je l'ai vu, et je m'en veux. Une des choses on parlait tout à l'heure de compétences que j'ai pas acquises ou que j'ai acquises trop tard. C'est quand même le côté, un côté psychologique plus structuré, et la capacité de repérer par exemple des signaux de burn-out de manière plus pointue. Mais de manière plus générale et moins dramatique, quand même l'idée que on est d'abord un corps et que le corps, quand on l'oublie, il se rappelle généralement pas à bon escient, mais il se rappelle à l'ordre. Enfin, il nous rappelle à l'ordre, et qu'il faut. Moi, je le dis beaucoup. C'est une vie au sens où on est un tout. Et qu'il faut prendre soin de soi d'abord si on veut prendre soin du boulot.
et que je connais pas de gens qui ont une réussite professionnelle s'ils prennent pas soin d'eux. À un niveau basique, de dormir, de faire, de manger, bouger, voilà. En tout cas, pas sur le long terme, quoi. Ça peut durer un temps. Non, mais on peut tous donner un coup de collier, ça c'est autre chose. Mais et moi qui ai beaucoup voyagé, c'est une dimension. La fatigue physique du voyage est quelque chose qui est une réalité. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel? De continuer à recevoir de l'énergie pour pouvoir en donner. Mais je suis pas très inquiet. En tout cas, j'ai la chance d'être dans une entreprise formidable où on ne s'ennuie pas, où il y a des gens avec lesquels on a beaucoup de plaisir à travailler et qui par le fait de la marque, par le fait du marché, par le fait de l'activité, est une source d'énergie et de plaisir formidable. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé ? Dans l'évolution professionnelle, le métier de RH a bien sûr évolué, mais il y a une dimension nouvelle et j'ai la chance d'en être le responsable chez Petit Bateau. C'est la dimension RSE, la dimension développement durable, qui pour nous est absolument fondamentale. Hein. Ça fait partie intégrante de la stratégie de Petit Bateau. Petit Bateau, c'est des produits durables, des produits. On est du côté de l'enfance depuis 1993. Mais en même temps, on a des challenges importants parce que on travaille une matière, le coton, dont on a pris conscience progressivement qu'elle pouvait poser des problèmes. Donc, pour moi, ça ouvre un champ de problèmes, de questions, d'opportunités nouveaux, énormes. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant parce que je suis arrivé sur le sujet à la fois convaincu, mais totalement comme un peu analphabète. Hein. Ce sont des sujets sérieux, ce sont des sujets complexes, et si on veut vraiment avoir de l'impact et faire bouger les choses, il y a une notion d'apprentissage, de connaissance, etc. Mais en même temps, ce sont des sujets qui sont très en ligne avec mes responsabilités de RH parce que c'est un facteur de mobilisation. Aujourd'hui, un jeune ne rejoint plus une entreprise qui ne se soucie pas de ses responsabilités sociétales et environnementales. Les clients nous achèteront de moins en moins et les collaborateurs sont hyper motivés. Et tout à fait légitimement, et elles attendent de leur entreprise que l'entreprise s'engage. Donc pour moi, qui ai toujours voulu être un RH près du business, mais qui surtout toujours pensé que la stratégie RH était une composante de la stratégie générale. De la même manière, la stratégie RSE pour une entreprise, ça doit pas être un gimmick, un plus, un truc pour être dans l'air du temps. Ça doit être une composante de la stratégie de l'entreprise. C'est le cas chez Petit Bateau, c'est le cas dans le groupe Rocher d'ailleurs, dont on fait partie. Et pour moi, c'est parler de renouvellement d'intérêt. Une des choses qui m'excite le matin en arrivant au bureau, ce sont tous les sujets que j'ai à traiter dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Et c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!